Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'espace plastique. 1. Au-delà de l'approche perceptive et discursive d'un tableau, l'on peut s'intéresser à sa genèse, à sa généalogie, à d'autres points de vue. Aucun ne nous fera accéder directement à son espace plastique. De même, l'étude botanique d'un arbre n'a rien à voir avec le vent qui souffle dans la ramure. Pourtant, si nous voulons voir le vent, nous devons scruter avec la plus extrême attention les mouvements des branches et des feuilles, car ce n'est que par eux qu'ils se révèlent. Ce n'est peut-être pas la beauté d'un arbre secoué par la tempête qui nous touche, mais l'informe du vent que l'arbre mieux que tout autre objet est apte à nous montrer. C'est avec la même exaltation mêlée de crainte que nous allons à la rencontre du vent, et que nous nous élançons vers cet espace non du tableau mais de la peinture elle-même qui nous fait signe à la frontière toute proche du visible. Distinguer de l'espace pictural où s'élaborent les formes, quelle est la nature de l'espace plastique? Le définir? Nous n'en avons pas une connaissance, mais seulement une épreuve. Le regardeur qui aurait la volonté d'y accéder, devrait d'abord lutter contre son propre regard. Le regard tient les choses à distance, les repousse pour les reconnaître et les comprendre. Or notre rapport à cet espace plastique qui, lui, n'offre rien à lire ni même dans un certain sens rien à voir, est plutôt d'ordre fusionnel. L'on pourrait dire des chefs-d'œuvre ce qu'un mystique disait de Dieu: la compréhension est une entrave. Il faut lui échapper. Gardez-vous de dire que vous avez compris. La compréhension est de ne pas comprendre. Peut-être notre lien le plus profond avec une œuvre est-il une sorte d'acte de foi. Ainsi, l'exégèse bien menée d'un tableau n'est-elle pas celle qui prétend l'expliquer mais celle qui donnerait envie d'approcher la peinture. Or il est très difficile d'y parvenir. L'image fait obstacle et toute forme fait image. Figurative ou abstraite d'ailleurs, le carré blanc de Malevich n'est évidemment pas une abstraction mais l'image d'une figure abstraite. Comment dès lors rejoindre la peinture au-delà du tableau? Il faut partir d'autre chose que ce que nous y voyons. Il faut partir de ce que nous vivons. Du vertige que nous éprouvons devant certaines peintures. Les manifestations physiques de notre émotion. Quand nous frissonnons, que nous ne savons plus où nous sommes au cœur de l'espace plastique. Ni espace réel ni espace imaginaire, cet espace n'a pas d'équivalent repérable, disait le peintre Jean Degotex. Le véritable but du peintre, et au fond le seul, est de parvenir à faire éprouver l'espace plastique de son tableau. Mais quel est le rapport entre ce que nous lisons du tableau et ce que nous vivons de lui, autrement dit entre l'espace pictural et l'espace plastique, ou plus largement, entre la forme et l'informe en peinture? Il y a quelques années, une belle exposition au Centre Pompidou intitulée L'informe présentait des tableaux de Dubuffet, Fautrier, Pollock et de bien d'autres qui pouvaient représenter une sorte d'antiformalisme. Mais n'y avait-il pas quelque propriété à parler d'informe? Ce n'est pas parce qu'une forme n'est pas géométrique, ou maîtrisée d'une façon quelconque qu'elle est informe pour autant. Un nuage n'est pas informe, les mathématiques fractales en fournissent des modélisations. Non pas que ces tableaux ne possèdent pas un informe. Mais ni plus ni moins que d'autres. L'informe véritable, Plotin le remarquait déjà, ne peut apparaître à peine de devenir forme. On ne peut l'approcher qu'en le piégeant. Il ne passe qu'en contrebande. Mais alors n'importe quelle forme se prête à ce jeu. Et peut-être une forme géométrique plus facilement qu'une forme dite informe. L'informe est un chaos. Il constitue la présence inexprimable de l'œuvre. Non descriptible, non saisissable mais dont l'intensité peut nous faire défaillir. L'une des conséquences de ce point de vue est qu'aucune peinture considérée dans son espace plastique n'est photographiable. On entend fréquemment regretter que dans telle peinture, des effets de matière, de texture ou des effets produits par la combinaison de différents médiums ne peuvent paraître à la reproduction, sous-entendant que d'autres aspects passent quand même. Nous disons que rien de l'espace plastique qui est l'âme du tableau n'y peut paraître. L'espace plastique est une alchimie où entrent tous les éléments d'un tableau, y compris d'abord le format. L'œuvre n'abandonne à la photographie que ce qui lui est inessentiel, c'est-à-dire ce qui peut passer d'un mode d'expression à un autre ou que sans dommage pour son espace plastique, on peut lui retirer, comme nous le verrons plus loin, le fera Cézanne regardant les noces de Cana de Véronèse. Dans le courant contemporain minimaliste,
qui cherche à offrir un accès presque direct à l'espace plastique avec le moins possible d'artifices picturaux, cela apparaît d'autant plus vrai. Et voir un carré blanc réel donné pour reproduire un Rayman, même à titre documentaire, me semble un contresens total. Si l'on pouvait retirer à la Joconde son image inessentielle, celle qui, reproduite ad nauseam, est devenue le plus éculé des clichés culturels, que resterait-il? Que serait le sans-image de la Joconde? Un sourire sans Joconde comme celui du chat de Lewis Carroll, le jeu des lumières et des ombres, très forte ou plus douce, et le nuage de sfumato dont la photo ne peut saisir le caractère impalpable. Peut-être le sentiment de la beauté vivante et celui de la mort mêlée. Le regardeur qui serait capable d'accéder à ce sans-image de la Joconde, et cela ne serait éventuellement possible qu'en présence de l'œuvre elle-même non voilée par la transparence d'un verre et dans des conditions telles qu'il puisse être seul avec elle loin de la foule des badauds, pourrait faire, de cette chose morte qu'est devenue la Joconde, je ne dis pas une chose vivante car ce serait un abus de langage, mais une non-chose ou plutôt quelque chose d'un autre ordre que celui des choses, hors de l'espace, hors du temps. Autrement dit, il y a dans les chefs-d'œuvre quelque chose d'éphémère et d'immatériel qui contredit ce qu'ils ont d'immuable et de définitif. Encore faut-il pour y accéder que notre corps, nos sens, entrent en résonance avec le tableau lui-même ou plutôt avec le chaos de sa peinture. Or nous ne sommes pas toujours aptes à le recevoir. Un tableau n'est donc jamais une certitude. C'est précisément à ce niveau que Proust s'est approché l'œuvre d'art. Que Bergotte se soit attaché, dans le tableau le plus grand de Vermeer, à un minuscule détail, un petit pan de mur jaune, et même pas à la couleur de ce fragment, mais à la seule matière de la couleur, ne signifie pas du tout qu'il faille émietter l'œuvre pour y accéder ni même qu'il soit possible de le faire. Proust veut plutôt montrer la difficulté d'atteindre l'espace plastique qui le plus souvent ne fût-ce que par un interstice, un bord, en déjouant l'impérialisme de la figure. En lui-même, le petit pan n'a pas d'importance. Ce pouvait être n'importe quel site de l'œuvre, et Bergotte pouvait découvrir que cette précieuse matière est celle du tableau tout entier et peut-être celle de l'ensemble des tableaux de Vermeer, quelle est en fait la vérité de cette peinture. Il connaît parfaitement la vue de Delft. Il n'est revenu la voir que parce qu'il a lu un article qui mentionnait le détail de ce petit pan de mur jaune, et qu'il a eu alors l'intuition de tenir une clé. Ce qu'il ne soupçonnait pas, c'est le risque que peut comporter parfois la rencontre avec le pur espace plastique. Ce tressaillement de la chair qui caractérise notre approche de l'espace spécifique d'une peinture, profond en ce cas au point de mettre en péril la vie elle-même, Bergotte en prend conscience quand il est déjà trop tard. Il sentait qu'il avait imprudemment donné la première, sa vie, pour le second, le petit pan de mur. L'illumination a eu lieu. Si forte qu'elle sera non seulement une révélation de la substance de l'œuvre, mais plus largement une révélation de celle de l'art. Ce que toute une vie d'écrivain s'est montrée impuissante à lui enseigner lui apparaît de façon fulgurante. Il existe un espace littéraire, Maurice Blanchot l'a nommé, aussi spécifique que cet espace plastique. C'est ainsi que j'aurais dû écrire, rendre ma phrase en elle-même précieuse comme ce petit pan de mur jaune. L'analyse d'un tableau est une entreprise désespérée si l'on attend d'elle qu'elle nous mène au cœur de l'œuvre. L'espace plastique ne nie pas l'espace pictural. Il est simplement d'un autre ordre. Pourtant l'étude d'une œuvre, par le temps, l'attention, l'acuité intellectuelle qu'elle requiert, devrait favoriser le brusque surgissement de cet espace plastique bouleversant auquel Bergotte, malgré sa connaissance de la vue de Delft, aurait pu néanmoins n'avoir aucun accès de son vivant. Mais c'est aussi qu'il y a souvent, soit chez des historiens d'art, soit chez des conservateurs,
le refus plus ou moins conscient de prendre en compte les conditions nécessaires à cet accès. Bien plus, que cet accès est parfois barré chez les premiers par l'affirmation implicite qu'ils nous fournissent au travers de leurs analyses historiques ou critiques une explication de l'œuvre, chez les seconds par le pouvoir qu'ils ont, grâce à la présentation du tableau, son éclairage, son voisinage, de nous pousser vers des interprétations restrictives, au moins en ce qu'elles sont relativisantes. En tout cas, il arrive que cette relativisation nous empêche d'atteindre ce que l'on pourrait appeler le A de la peinture, ce moment intense où fuse son absolu. Je prends l'exemple de la Dentelière de Vermeer exposée au Louvre. Si l'on peut voir l'espace pictural, sous l'un de ses aspects, comme la mise en évidence de l'espace possible par rapport à l'espace disponible, il est clair qu'il n'y a pas à masquer le minuscule format de ce tableau. Bien au contraire. Il est en l'occurrence d'une importance décisive. 23 cm sur 21, c'est vraiment très petit au regard non seulement de la quantité d'éléments mais encore du vide immense qu'il parvient à inclure. Or le musée assertit ce tableau dans un cadre gigantesque, et même deux cadres l'un dans l'autre conçus de telle sorte que la figure nous semble vue comme au fond d'une perspective, et que nous avons l'illusion qu'il s'agit d'un grand format que l'éloignement réduit. De plus, l'œuvre est recouverte d'un verre ce qui d'une part empêche de la voir réellement ou du moins de voir en elle autre chose qu'une image, d'autre part ajoute à sa lumière, unie et qui ne montre aucun effet de lac, des reflets parasites qui détruisent largement ce que cette lumière a de plus subtil. D'autre part encore, la présence de la toile dans sa matérialité sans égale est brouillée. C'est toute la chimie savante de l'espace plastique qui devient inopérante. Compte tenu de la petite dimension du tableau, de la ténuité de certaines lignes peintes à peine visibles, par exemple les deux filles que croise le double fuseau ou les épingles qui fixent sur le carreau le champ restreint de l'ouvrage, mais plus généralement de la minutie de la facture, alliée à la liberté du geste toujours sensible, il est probable que Vermeer a travaillé à plat, avec la même attention que celle que la Dentelière prête à son ouvrage, et dans la même attitude. Mise en abîme non de l'image mais de l'attention minutieuse. Et mise en abîme à double entrée. En amont du tableau, le peintre, en aval le regardeur duquel le même effort est requis. Vermeer peint touche à touche, avec une précision extrême, une Dentelière qui tisse point à point avec la même intensité dévotieuse un ouvrage encore plus réduit que celui du peintre. Comme si du peintre à son sujet et du regardeur au même, l'attention se resserrait, s'aiguisait, se focalisait, conduite jusqu'à ce point qui nous est dérobé où l'épingle, tenue entre le pouce et l'index de la main droite, est plantée prestement dans le feutre épais au point de croisement des fils. Vide infinitésimal à partir duquel s'articule tout l'espace. Tendus vers ce point aveugle les trois regards du peintre, de la jeune fille et du regardeur, tout aussi dérobés et tout aussi nécessaires, crée un champ pictural dont le tableau lui-même n'est qu'un moment, une phase d'un processus qui en vérité constitue l'œuvre dans son intégrité. Ce n'est plus de la Dentelière qu'il s'agit mais d'un travail de peinture qui pourrait s'intituler « Vivre minutieusement ». C'est la conscience pour chacun de nous, d'avoir été annexé à ce processus, d'avoir été conduit sur le chemin d'une vie quotidienne scrupuleuse qui peut nous ouvrir le champ de l'espace plastique. Ce que l'on ressent ne coïncide plus exactement avec ce que l'on regarde. Le tableau comme objet se dissout puisque nous en sommes alors partie prenante. Notre activité comme celle du peintre investit une matière désormais pétrie d'immatériel, rendue tout entière subtile. Revenons à cette matière. La peinture de Vermeer n'est pas vraiment en surface. Elle ne glisse pas sur le support, elle mord dans la matière tissée. Elle recouvre la toile non pour la cacher mais pour la faire apparaître. C'est la toile elle-même qui donnera son grain à cette lumière de Vermeer dont la densité n'est pas faite d'une surcharge de matière picturale, mais d'une mise en jeu de la matière du support qui désormais n'est plus à proprement parler un support puisqu'il devient un élément plastique. Le sentiment de la réalité de la peinture vient alors contredire l'illusion de l'image. Il y a un échange entre la peinture et la matière. En de nombreux endroits la trame de la toile apparaît, une forte texture de toile de Hollande, substantielle, presque nourricière, particulièrement dans la zone de ce vide lumineux qui occupe près de la moitié de la surface de ce petit format. Et ce vide était aussi subtilement travaillé que n'importe quelle autre partie de l'œuvre. Plus il est possible car il est d'une importance décisive dans l'économie du tableau. Proust parlait de la matière de la couleur.
la recherche qui apparaît bien dans cette zone est celle de la matière du vide ou encore d'un vide-matière. Comme si la peinture avait pour finalité de s'introduire au cœur de la matière pour en faire jaillir l'espace plastique, à la faveur peut-être de ce sentiment que nous éprouvons alors d'une matière dématérialisée, presque spiritualisée. Car cette matière où nous nous trouvons plongés est tissée, pensée, travaillée de toutes les façons. D'abord au niveau de ce qui est représenté ou suggéré. Une jeune fille a son travail de dentelle et une lumière légèrement mousseuse car sans doute tamisée par un rideau, peut-être de dentelle. Mallarmé aurait pu penser au rideau non visible de ce tableau pour le poème. Une dentelle s'abolit dans le doute du jeu suprême. C'est vers cette époque que l'œuvre fut acquise par le Louvre. Nulle part mieux qu'ici la lumière n'est ce qui donne du jeu à la matière, le jeu suprême qui permet sa transmutation. Ensuite au niveau des formes et des couleurs travaillées par le peintre, comme un ouvrage de tapisserie. Leur élaboration poussée est rendue sensible par la présence de fragments non travaillés donnés en quelque sorte comme critère de départ. Pour les formes, la masse confuse des cheveux qui retombent sur l'épaule droite alors que par ailleurs la coiffure très savante est peinte presque cheveu par cheveu. Pour les couleurs, les 2 écheveaux de fil de Harlem jaillit du coussin à ouvrage et dont les couleurs pures et crues surprennent dans cet univers de couleurs-lumière qu'elles rendent ainsi plus subtiles. Enfin au niveau de ce qui est matériellement présent sous nos yeux, un modeste fragment de toile réelle que les efforts tisserands conjugués du peintre et de la dentelière parviennent à transfigurer. Dès lors, la lumière bleutée par le rideau de dentelle se matérialise au contact de la trame que la peinture dématérialise au contraire. C'est là, au fort de la recherche alchimique à laquelle se livrent le peintre, la jeune fille et le regardeur, qu'éclate l'espace plastique. Dans ce bloc de réalité que crée la double subjectivité du peintre et du regardeur d'une part et le tableau d'autre part, l'espace plastique intervient comme une sorte de clé informalisable, d'élément insaisissable et innommable qui constitue l'ensemble en système signifiant. 2. La révélation de l'espace plastique doit beaucoup à la couleur. Bergotte, happé par cette révélation, meurt de ne pouvoir saisir comme l'enfant un papillon, le jaune en effet insaisissable du petit pan de mur. Il y a une picturalité et une plasticité de la couleur, une forme et un informe, un aspect chromatique et une capacité tensive qu'il faut distinguer. Bien sûr, une couleur a forcément une forme. L'on ne peut imaginer de taches ou de traces sans forme. Pourtant Goethe évoque la présence constante dans notre œil d'une complémentaire compensatrice de notre perception d'une couleur. Présence phosphénique qui découlerait d'une sorte de nécessité liée à quelque loi de rédintégration selon laquelle chaque couleur tendrait à retrouver l'ensemble du spectre. 15 ans après le traité de Goethe, le chimiste Chevreul confirma cette intuition quand, menant une enquête pour la manufacture des Gobelins qui ne parvenait pas à obtenir un noir profond dans le contexte d'une composition textile, il comprit que les couleurs contiguës avaient un rayonnement non repérable qui modifiait ce noir et il énonça la loi du contraste simultané des couleurs, qui eut la fortune que l'on sait auprès des impressionnistes, des simultanéistes et de bien d'autres. L'existence de cette complémentaire sans matière est une manifestation de la qualité extensive de la couleur. Beaucoup de peintres tiennent cette propriété pour une gêne et ne voulant tenir compte que du chromatisme primaire de la couleur, cherchent à bloquer cette expansion. Chacun lutte avec sa technique contre l'altération par une couleur des couleurs circumvoisines. Suzanne Valadon cloisonne d'un cerne sombre ses champs chromatiques pour éviter par exemple la lisière et le rayonnement orange que susciterait un indigo, Rouault également. Picasso lui aussi a parfois recours à ce même procédé. Il ne suffit pas de mettre les couleurs, si belles soient-elles, les unes auprès des autres, affirme au contraire Matisse, il faut que les couleurs réagissent les unes sur les autres. Mettre une couleur sur une toile, avait dit plus précisément Chevreul, ce n'est pas seulement colorer de cette couleur la partie de la toile sur laquelle le pinceau a été appliqué, c'est encore colorer de la complémentaire de cette couleur l'espace qui lui est contigu. Or l'expansion suppose le vide. Le caractère épiphanique de la couleur chez Matisse, son attaque, la netteté de son affleurement à l'air tiennent à sa liberté tensive et parlent de son rapport au vide. Les couleurs, dit le peintre, viennent vous cueillir. C'est que la couleur posée sur le vide apparaît comme un événement absolu. Elle a beau entrer dans des rapports picturaux avec les autres couleurs de la composition, elle ne perd rien de ce caractère d'événement absolu qui donne accès à l'espace plastique et que l'on pourrait appeler
L'effet petit pan. Le vide en ce sens n'est pas l'espace. Ce n'est pas la même chose de dire qu'un peintre pose sa couleur sur un espace vide, et de dire qu'il la pose sur le vide. L'espace est concret et mesurable, le vide abstrait et incommensurable. Comme tout objet, une toile vierge est pleine. Y créer du vide est un acte de peintre, à la limite il suffit. Parfois au peintre, hors de toute intervention, si minime soit-elle, d'en caresser la surface avec la paume de la main. Mais il y a du vide au cœur même d'une couleur, quand elle est capable de s'ouvrir au rayonnement des couleurs voisines. La tensivité d'une couleur donne accès à l'au-delà de cette couleur, son énergie, son invisibilité, son mystère qui sont aussi ceux de la lumière. Mais ce rayonnement de la couleur qui s'exerce non seulement en surface mais aussi en volume, c'est-à-dire à la rencontre du regardeur, cette vibration, cet insaisissable bouger au cœur de la couleur, procure à ce même regardeur un léger vertige qui l'entraîne vers l'espace plastique. Kandinsky dit très bien la quête de cet espace par les moyens de la couleur. J'ai cherché pendant des années la possibilité de permettre au spectateur de déambuler dans la peinture, le forçant à s'oublier lui-même pour se perdre dans la peinture. Il évoque aussi l'implication du corps dans cette quête, quand dit-il, « Le jaune atteint une intensité insoutenable pour l'œil et pour l'âme, nous repensons bien sûr à Bergotte. Comme un passage à la limite, un certain nombre de peintres contemporains ont voulu par amour de la couleur, ne retenir d'elle que l'essence, la pure tension. La couleur, sans matière colorante, débarrassée par une sorte de sublimation ou de dématérialisation du chromatisme pigmentaire. Antaï par exemple, fait en 1972 à la galerie Jean Fournier une exposition mémorable intitulée La couleur de l'immatériel, où il montre de grandes toiles, blanches et pourtant inondées d'irisations bleu-rose. 3. Dans un entretien avec son ami Joachim Gasquet, devant les noces de Cana de Véronèse, Cézanne s'exalte et décrit mieux encore que ne le fit Proust, en tout cas de façon plus concrète, cette rencontre avec ce que je nomme « espace plastique », bien qu'il ne s'agisse nullement d'un espace au sens topologique. Voilà de la peinture. Le morceau, l'ensemble, les volumes, les valeurs, la composition, le frisson, tout y est. Écoutez un peu. C'est épatant. Qu'est-ce que nous sommes ? Fermez les yeux. Attendez. Ne pensez plus à rien. Ouvrez-les. N'est-ce pas ? On ne perçoit qu'une grande ondulation colorée, une irisation, des couleurs, une richesse de couleurs. C'est ça que doit nous donner d'abord le tableau. Une chaleur harmonieuse. Un abîme où l'œil s'enfonce. Une sourde germination. Un état de grâce colorée. Tous ces tons vous coulent dans le sang, n'est-ce pas ? On se sent ravigoté. On est au monde vrai. On devient soi-même de la peinture. Pour aimer un tableau, il faut l'avoir bu ainsi à longs traits. Perdre conscient. Descendre avec le peintre aux racines sombres, enchevêtrer des choses. En remonter avec les couleurs, s'épanouir à la lumière avec elles. Savoir voir, sentir. Un tableau ne représente rien. Fermer les yeux. Perdre conscient. Devenir soi-même de la peinture. Ce n'est plus voir mais recevoir. Ou se donner sans réserve, aveuglément. Ou subvertir le sens de la vue, découvrir ce que l'on pourrait appeler la vue sentie. 4. 4 peintres de la couleur tensive. Jean Degotex. Comme Mallarmé par l'azur, Jean Degotex fut tenté par le bleu. Une phrase était épinglée dans son atelier de Gordes. Le bleu n'est pas une couleur, c'est une aventure intérieure. Son regard se levait sans cesse vers la mystérieuse lumière bleue du Luberon le plus souvent voilée de brume. Pendant des années, il chercha à donner un équivalent plastique à ce bleu sans cause. Un long itinéraire le mena des rouges saturés de la période des reports, jusqu'au tableau qu'il peignait encore à la veille de sa mort de la série des lignes bois. Recouvrant les lourdes saturations de terre rouge d'un voile de blanc, il obtenait par les mêmes moyens que la montagne elle-même ce qu'il avait tant cherché. Un bleu mystérieux. Non une couleur mais une lumière légère. Un vide bleu. René Guiffray. Dans la maison des Beaux où le rose de la façade imprègne l'air jusque dans l'atelier, nous avons regardé ensemble les derniers travaux. Papier marouflé sur une structure légère de carton montée sur châssis. Un carré surligné au milieu d'un carré. La partie centrale, gaufrée en creux,
a été finement pastellée de blanc en sorte de n'écraser ni ne dissimuler le grainage du vélin. Ou bien, en l'absence de pastel, elle a été rainurée ou plutôt filetée d'obliques très fines. Comme toujours dans cette œuvre, un souci d'atteindre à l'espace plastique avec le moins d'artifice possible, des moyens à peine perceptibles. Ici, le marouflage, dont le peintre eût pu aisément faire l'économie mais qui, sans que nous le sachions, nous fait voir ces papiers non comme des travaux sur papier mais comme de la pure peinture. Œuvre ouverte s'il en fut. L'artiste organise les configurations formelles où, grâce à un travail démesuré de réalisation, il parvient à ce que le mystère de la lumière éclate sans que vienne l'enténébrer la moindre trace du peintre lui-même. Nous nous émerveillons tous deux de la sublime irisation du carré central, que la lumière de juillet nous confie un instant et que René Guiffray voit comme moi pour la première fois. Les œuvres sont un champ libre pour ses couleurs sans pigments, sans matière, abstraites si l'on veut. Il me parle de son récent voyage au Japon. Sa découverte des jardins secs de Kyoto inspire ce travail qui renoue à sa manière avec la recherche du vide parfait. Je penche la tête. Tout s'efface au centre. Les obliques disparaissent. Il n'y a plus qu'une densité d'espace sans espace, un lac de lumière vide, non pas vraiment lumière mais dans la lumière, ouverture vers la disparition. Nous cherchons ensemble le point de l'espace où se produit la minuscule catastrophe, le passage de la forme au sans forme ou l'inverse. Il est insaisissable. Lars Fredriksson. Il y a une minute neuve du monde, dit Cézanne, il faut la peindre dans sa réalité. Pour Lars Fredriksson, il ne s'agit pas de peindre une fois pour toutes la minute que lui-même a pu vivre, mais celle au contraire que vivra le regardeur. Les formes qui se révèlent dans ses œuvres ne sont jamais des limitations, des formes closes, mais des relations entre des événements plastiques survenus sur les bords, organisés en vue de conduire le regard vers les plages vides qui constituent à ses yeux l'essentiel du tableau. Le terme de tableau est d'ailleurs totalement impropre. Il s'agit dans son esprit de simples propositions d'excitation de la sensibilité qui, en tant que telles, produisent un espace plastique. Ces formes, enfoncements et reliefs dans des champs d'acrylique blanc, modulent la lumière, dynamisent vers le bleu ou apaisent vers le jaune les surfaces vacantes. Les couleurs sans pigments qui apparaissent alors sont à la fois stables, grâce à ces configurations formelles, et labiles en tant qu'elles s'accordent à la lumière. Autrement dit, la couleur varie dans les limites d'un segment du spectre qui ne varie pas. Œuvre de couleurs potentielles liée à la fois à la plasticité du champ et à la minute chaque fois inentamée du monde. Max Wechsler. L'œuvre tout entière de Max Wechsler semble avoir pour objet la confrontation entre le vide et la lettre. La lettre sans détermination, la lettre illimitée considérée dans le mystère et le rayonnement de son existence nue. Parlant de l'écrit, un kabbaliste du XIIIe siècle, Isaac l'Aveugle, semble décrire les tableaux de Max Wechsler. Les couleurs montent et s'étendent sur les configurations du blanc comme la lumière sur le charbon. La technique est subtile. La colle dont use le peintre en larges épandages pour maroufler fragments écrits et fragments de blanc, ne vient pas sous le papier mais au-dessus. Elle devient alors un élément plastique essentiel de l'œuvre. Outre la fonction de coller qui donne à sa présence toute sa légitimité, la colle crée une surface résineuse et dure, légèrement répulsive qui, luttant contre la douceur enveloppante de la lettre qui roule dans le blanc, donne à l'ensemble sa force mais aussi sa complexité. Cette transparence dure favorise l'éclosion de couleurs immatérielles. Nous voyons littéralement l'invisible. Dans les tableaux de Max Wechsler, au cœur du blanc, des bleus de toutes nuances, des roses, des jaunes et même des verts nés de la tension des lettres grises. C'est à cause de l'exiguïté du champ qu'ils ne sont pas perçus immédiatement comme il en va pour le ciel. Sans doute aussi faut-il du temps et un désir résolu pour voir vraiment ce que nous voyons. Il y a un dévoilement progressif de la sensation. Mais c'est avec la couleur tensive, la couleur sans matière et purement qualitative qu'il apparaît le plus clairement que la sensation est un chemin. Effet Tyndall. La lumière se diffuse par les particules de la suspension colloïdale. Les irisations à peine colorées sont différentes selon la lumière de l'heure, mais surtout selon qu'elles sont vues par transparence ou par réflexion. Or nécessairement, dans un même tableau, elles le sont sans cesse selon ces deux modes. Mais en dehors de ces couleurs de surface, chaque tableau possède une tonalité indéfinissable plus profonde qui apparaît lorsqu'on le considère longtemps ou bien immédiatement lorsqu'on le met en rapport avec un autre tableau de la série. Stable en toutes circonstances,
Cette tonalité trouve son origine dans la nature du support de marouflage, lin, coton contreplaqué naturellement rose ou panneau peint, qui agit de façon infime et d'ailleurs plus comme rayonnement que comme tonalité. Ainsi deux lumières. L'une au-delà de la lettre, l'autre en deçà. L'une issue de l'air se matérialise au cœur de la transparence, l'autre montant de la matière et contenue par le recouvrement, devient subtile en traversant l'obscur. Pratique. Mark Rothko. Une peinture d'Apocalypse. Le 25 février 1970, à l'aube, Mark Rothko se tranche les veines dans son atelier. Ce geste surprend à peine tant il ressemble à celui qui se produisait chaque jour en ce lieu depuis plus de 20 ans, le geste de peindre. Simplement cette fois-ci, Rothko s'en est pris à son propre corps et non à la toile. Ou bien, il ne lui a plus été possible de distinguer son corps de la toile tant ils sont devenus intimes. Et il a changé d'outil. On sentait venir quelque chose comme une radicalisation du travail. Dans les grands papiers à l'acrylique marouflé de 1969, la feuille blanche, contrairement à la pratique habituelle du peintre, n'est pas entièrement investie par un champ chromatique dont les bords dans leurs effrangements portent trace de lutte. Puis, dans les toutes dernières toiles noires et gris apparaît une sorte de cadre blanc géométrique obtenu par des caches. D'ordinaire, un cadre blanc produit un effet décoratif qui isole et met en valeur une œuvre dont il est bien convenu qu'il ne fait pas partie. Ici au contraire, son intégration au tableau est totale. La neutralité crue de ce blanc d'après est rendue saisissante par son rapport à la gestuelle fiévreuse des champs. Et cette marge dure rencontre la peinture selon une ligne aussi nette et violente qu'un coup de rasoir. Il faut partir de ce blanc de mort pour revisiter cette œuvre complexe faite de rétention et d'expansion, de creusements intenses et d'abandon sensuel non seulement d'un tableau à l'autre mais aussi dans le travail d'un même tableau. Mes tableaux peuvent avoir deux caractéristiques, dit Rothko. Soit leur surface se dilate et s'ouvre dans toutes les directions, soit elle se contracte et se referme dans toutes les directions. Entre ces deux pôles on trouve tout ce que j'ai à dire. Cette phrase n'est pas sans évoquer un verset du Sefer Yetzira, le livre de la formation ou de la création, l'un des textes les plus anciens et les plus importants de la Kabbale juive. Si ta pensée se met à courir, retourne à l'endroit où il est dit, ce qui est vivant court et revient. Là-dessus est fondée l'alliance, I8. Ou cet autre. La roue tourne en avant et en arrière, c'est le signe d'un langage, 2-4. Ce mouvement fait bien sûr penser au souffle de la vie où sans cesse, entre une ardeur inspirée et une expiration provisoire, l'être se tient sur le fil du rasoir. Toute peinture qui ne témoigne pas du souffle de la vie, dit Rothko, ne m'intéresse pas. Certes, Mark Rothko n'adhérait à aucune religion organisée, mais le judaïsme était profondément sa culture. Ses premières années se déroulent à l'école talmudique. Ses parents parlent l'hébreu. Il enseigne la peinture durant de nombreuses années à l'école hébraïque. Depuis le début des années 40 jusqu'à leur brouille en 52, il voit presque chaque semaine Barnett Newman pour de longues conversations sur l'art et la pensée. Newman, à cette époque, est plongé dans l'étude du mysticisme juif. Ce dont porte témoignage, outre ses écrits, les titres de ses tableaux, The Name, Abraham, Joshua. Plus tard, il intitulera une sculpture Tzimtzum du nom de ce drame de la création, le Tzimtzum, expliqué par Isaac de Luria et qui est avec l'arbre séphirotique au cœur même de la Kabbale. Il n'est pas imaginable que les deux amis n'aient pas partagé cette recherche. D'autant que celle-ci n'est pas séparable de la peinture. Les inventions plastiques de Newman, le zip par exemple, sont souvent des équivalents plastiques littéraux de concepts kabbalistiques. Dans toutes les directions, dit Rothko. Ne peut-on voir dans le renversement latéral de la ligne verticale de Newman, que souligne Greenberg à plusieurs reprises, une référence, d'ailleurs paradoxale, à l'arbre de vie de la Kabbale? Les effrangements des bandes de couleurs créent entre elles des vides, des sortes de synapses grâce auxquelles la vie peut circuler. Jusqu'au tableau noir et gris de 69 où ces effrangements disparaissent car la vie ne passe plus. Toutes les forces de Dieu, dit le livre Bahir, sont disposées en couches superposées et elles sont pareilles à un arbre, 84. Il y a une circulation des flux entre le monde inférieur et le monde supérieur. Le rapport des hommes à Dieu est en même temps celui de Dieu aux hommes. Quand on touche à telle chose en bas, la puissance qui la patronne en haut se réveille, dit un autre texte.
Comment ne pas penser au poème de Paul Celan? Ténébrae, prie Seigneur, adresse-nous ta prière, nous sommes tout prêts. Et chez Rothko, une étrange énergie en même temps se concentre sur certaines zones du tableau, et se disperse en tous sens hors du tableau. De même, il n'y a pas souvent une orientation au bas bien déterminée. Feuilletons un catalogue d'exposition en le basculant à l'envers. Il est clair qu'à l'exception là encore des tableaux noirs et gris de 69 qui s'affadissent en paysage expressionniste avec ciel et terre, presque tous les tableaux fonctionnent. Ce ne serait sans doute pas vrai des tableaux eux-mêmes pour plusieurs raisons. D'une part le format que ni la reproduction importe. D'autre part la reproduction ne rend compte que de l'espace pictural et à aucun degré de l'espace plastique, qui est la présence même et la vérité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.